Il y a un bug, excusez-moi. La suite va être présentée par Cécile Bernard. Donc, on a la chance ce soir d'accueillir Sabine Perrier-Bonnet pour pouvoir parler un peu des soins palliatifs dans les pays en voie de développement et plus particulièrement dans les pays africains. Voilà. Avec Brigitte, Blanche Barrault et Alain Bernion, on avait écouté Sabine en 2019 au congrès de Paris. Et on avait eu à ce moment-là envie de la faire venir pour qu'elle puisse partager son expérience et ses connaissances, enfin, son expérience de terrain en Afrique, avoir un peu cette ouverture. Alors, c'était quelque chose qui était prévu, puis qui n'a pas pu se faire. Donc là, voilà, je suis très contente qu'elle soit là, même si on est en petit comité. Donc, Sabine Perrier-Bonnet, elle est chargée de mission à l'université, à la Fondation de l'Université de Montpellier. Elle est aussi chargée de communication à la FISP, Fédération internationale des soins palliatifs. Et elle a une grande expérience de professionnelle de santé et aussi de terrain avec les pays africains. Voilà, moi, ça m'a fait particulièrement écho parce qu'il se trouve que c'est en Afrique que j'ai décidé d'être médecin. Et aussi parce qu'il se trouve que j'ai travaillé 1 an au Cambodge il y a longtemps maintenant, en 2006-2007, avec Douleurs sans frontières, où j'ai rencontré l'enfant. Et donc, à la fin de l'intervention de Sabine, on vous proposera un tout petit film sur l'expérience aussi du Cambodge, parce que je trouve que finalement, les problématiques, elles sont similaires, et puis elles peuvent aussi mettre en perspective ce qu'on vit, nous, sur le terrain, d'une manière un petit peu différente. Voilà, merci. Oui. Voilà, bonsoir. Moi, je tiens à vous remercier de m'avoir invité ici ce soir parce que les pays du Sud, les pays d'Afrique francophone qui sont surtout rassemblés sur le continent africain, ne passionnent pas forcément dans le thème des soins palliatifs. Vous allez comprendre pourquoi. Et je suis très touchée que dans la région PACA que vous représentez, il y ait cette sensibilité, puisque nous avons déjà eu des congrès de la SFAP et j'étais présente à Marseille. Nous avons eu des formations en soins palliatifs en pédiatrie avec le GFAOP, le groupement francophone d'oncologie pédiatrique. Ça s'est fait aussi à Marseille il y a 2-3 ans. Et donc, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui d'une manière assez succincte, vous présenter la situation sur le continent africain. Et puis, j'espère que ça va vous donner des idées pour supporter nos projets, mais en les gardant pour vous dans votre région, dans votre association, parce qu'il y a beaucoup à faire et que depuis je ne dis pas combien d'années je travaille en Afrique. Ce que je trouve important, c'est pouvoir offrir à nos collègues africains différentes cartes. Et les cartes, c'est des projets, c'est des personnalités, c'est des médecins, c'est des infirmières, c'est des psychologues, qu'ils aient le choix de choisir les personnes avec qui ils ont envie de travailler pour mettre en place leurs projets. Donc voilà, on va parler des soins palliatifs et l'accompagnement qui est quand même un domaine un peu moins développé dans les pays africains francophones. Et la première chose que je souhaitais faire, c'est vous resituer l'Afrique francophone. Il y a à peu près la moitié de pays francophones, moitié pays anglophones sur le continent africain. On fait la différence entre le Maghreb au nord, qui est plus le Maghreb, les pays arabes, et puis l'Afrique subsaharienne qui descend jusqu'en bas, jusqu'en Afrique du Sud. Et on a quelques pays lusophones qui parlent portugais, mais ceux-là, on les connaît pas trop parce qu'ils sont en minorité. Donc, le français est une langue parlée dans 26 pays, parfois seconde langue, comme au Maghreb, parfois en langue administrative. Et donc, dans la santé, c'est en français. Et une petite parenthèse, le Rwanda, qui était francophone, était devenu anglophone depuis le génocide, depuis 92. Il redevient francophone aussi aujourd'hui, puisque la directrice de la francophonie est rwandaise. Voilà. Alors, j'ai repris une définition que vous connaissez tous parce qu'il y a
Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand on parle de soins holistiques, c'est quand même, ça a été plus récent dans la définition initiale des soins palliatifs, et holistique, c'est vraiment le mot qu'il faut pour l'Afrique, où il faut une approche globale et extrêmement respectueuse des différentes places que prennent la santé, l'anthropologie, la culture pour les Africains. Et donc, c'est important que cette définition, je la trouve extrêmement internationale et appliquée pour les pays, je dirais, à faible revenu, comme c'est le cas. Alors là, désolée, c'est un petit peu pris par le Zoom. Ce que je trouve important, c'est de dire la vérité. Et c'est des mots d'un médecin rwandais qui fait partie de la FISP, la Fédération internationale de soins palliatifs, qui a fait ses études, beaucoup d'études aux États-Unis et qui a un franc-parler que j'apprécie beaucoup et qui dit en Afrique, le concept des soins palliatifs est quasi inexistant. Et il y a une méconnaissance du monde politique, il y a une méconnaissance du personnel de santé, parce qu'ils ont tellement de choses à faire, ils sont tellement polyvalents dans leur métier. Un gynéco va pouvoir travailler en ORL, va pouvoir travailler dans d'autres domaines. On n'a pas ce cloisonnement que nous avons en France qui est important. Donc, les professionnels de santé et encore plus le grand public ne connaissent pas les soins palliatifs. C'est quelque chose qui n'est pas encore assez développé. Et puis, concernant la douleur et en particulier la morphine, il y a un blocage extrêmement fort et extrêmement délicat pour les patients parce que les médecins ont peur de la morphine et ce sont les médecins qui prescrivent. S'ils ne prescrivent pas, il n'y en aura jamais sur le continent africain. Et le personnel soignant n'est pas formé, et ça, vous verrez que c'est... Alors, on va essayer de faire descendre la flèche. C'est pas un tactile. Micheline, c'est bloqué. Donc voilà, on a quand même une vision que je ne vais pas vous donner comme trop négative, mais il y a des concepts qui sont à déterminer. Voilà, on va taper fort. Voilà. Et simplement pour la morphine, sachez que tout le continent africain représente une infime proportion de morphine utilisée. Il y en a quand même pas mal au nord, dans le Maghreb, en Afrique du Sud, le pays qui est tout au sud, en Afrique du Sud, mais ça représente même pas 1% de tout ce qui est consommé dans le monde entier. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait une diapositive, petit clin d'œil sur le Covid. C'est important d'en parler parce que depuis 2 ans, comme pour vous dans vos associations, comme pour nous tous, on a été un petit peu en difficulté. Pour l'Afrique, au début, il y en avait peu de Covid. On s'est dit, ils vont passer à travers, ils ne sont pas sensibles. Et puis c'est vrai que la population, il y a peu de personnes âgées. L'espérance de vie est quand même beaucoup plus faible que pour nous. Et on s'est posé la question, est-ce qu'ils sont moins sensibles que les autres? Et en fait, il y a quand même de grosses difficultés pour comptabiliser les malades. Il y a de grosses difficultés pour aller vers les structures de soins. Donc, on est avec une 3e vague aujourd'hui qui a été détectée et qui risque d'apporter des décès. Mais c'est absolument pas aussi grave qu'au Brésil ou dans d'autres pays dont on a entendu parler. Et puis, bien sûr, au niveau structure médicale, on est dans une faiblesse très importante. Alors, on va parler un petit peu historique pour que vous situiez un petit peu les choses et en particulier mon expérience qui a commencé réellement en 98 en s'occupant de la cancérologie avec l'Union internationale contre le cancer et on a commencé à parler cancer et sida puisque sida soigné donne des cancers, on était dans cette problématique. Et puis, vous voyez, la Ligue nationale contre le cancer en France, l'UICC qui est basée à Genève. On a, en français, l'Agence de l'énergie atomique qui est à Vienne, en Autriche. Tout ça, toutes ces structures-là se sont regroupées pour que l'on puisse aller en Afrique former. Et au départ, c'était la cancérologie et le sida. Point barre. Et puis, à partir de 2000,
on a commencé à augmenter le nombre d'associations comme la vôtre. Il y avait l'Alliance mondiale contre le cancer que j'ai créée en 2000 avec le professeur Guy Deté qui était à Paris. Il y avait des fonds de USAID, on avait un million de dollars pour s'occuper de la cancérologie dans le monde entier, donc dans tous les pays. Donc vous voyez, l'Alliance mondiale contre le cancer, il y avait Hospice Africa France, qui existe en Bretagne, Hospice Africa Ouganda, qui est en Ouganda, à Kampala, je vous en parlerai. Et puis, il y a l'African Cancer Registry Network qui est basé à Oxford. Et tout ça, toutes ces associations ont travaillé dans le cancer et très vite, là, le constat a été fait qu'il fallait parler de soins palliatifs. Pourquoi il fallait parler de soins palliatifs? Je vous dis simplement le fait d'avoir dû soigner des patients avec des cancers, en particulier les femmes, avec des tumeurs absolument épouvantables du sein. Je pense qu'en Asie, vous avez dû voir la même chose. Des femmes avec des tumeurs épouvantables, couvertes de mouches, émanant des odeurs épouvantables et pour qui la douleur était énorme et personne ne faisait rien. Et j'ai vu personnellement, et c'est pour ça que je me suis vraiment engagée dans les soins palliatifs, j'ai vu c'est dans les concessions, dans les habitats des Africains, la case du fond, où à l'époque, on mettait les personnes qui étaient comme ça couvertes de mouches, qui sentaient mauvais. On allait les mettre au fond de la case et on les laissait mourir dans la douleur, parce qu'on ne pouvait rien faire. Donc voilà la situation telle qu'elle était et qui nous a amené à commencer à faire des formations. Et alors, moi, je les organisais en prenant des experts. Il y avait des médecins spécialisés en prise en charge de la douleur. Il y avait des infirmières capables de faire des pansements, plaies, cicatrisation de grande qualité. Donc, toutes ces personnes-là, à travers les associations que je vous nomme là, et bien sûr, il y a la SFAP, il y a la FSOS, il y a l'OMS, il y a le GFAOP, un groupement francophone d'oncologie pédiatrique qui est basé à Paris, à Gustave aussi. On s'est tous mis ensemble pour essayer de développer. Et puis aujourd'hui, en 2021, il y a une nouvelle association qui est simplement une transformation d'une existante qui est à Bordeaux, dirigée par Benoît Burugois, qui s'appelait l'AK2, qui travaillait sur le Congo-Brazzaville et qui s'appelle maintenant l'ADESPA. Voilà toutes ces associations qui ont lancé un petit peu l'information, la sensibilisation pour les soins palliatifs. Et alors, hier, ça veut dire, c'est encore aujourd'hui dans beaucoup de cas, mais dans ce qui se passait avant, que ça soit à domicile ou à l'hôpital, quand il y avait un cancer, puisqu'au départ, c'était surtout la cancérologie, c'était une incapacité de répondre aux patients, de les prendre en charge. Et il y avait, comme on dit en Afrique, une stratégie d'évitement. Alors, les médecins étaient les champions, ils n'étaient jamais là, ils déléguaient aux infirmiers, les infirmiers commençaient aussi à avoir ces stratégies d'évitement parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient pas de solution. On ignorait les soins palliatifs, le malade était un objet et une chose, et vous savez que le problème en Afrique, c'est qu'on fait des ordonnances et si la famille a de l'argent, on fait les soins, on achète ce qu'il faut, on paye la chambre et l'entrée à l'hôpital. S'il n'y a pas d'argent, on n'a rien. Donc à ce moment-là, il y a une difficulté importante pour se faire soigner et il y a surtout le manque total de prise en charge de la douleur et la douleur qui doit être cachée parce qu'on n'a pas de solution. Aujourd'hui, les choses s'améliorent vite et je suis vraiment ravie de vous donner une image beaucoup plus positive parce qu'il y a une évolution de la part de tous les soignants, même si, vous allez le voir, la douleur on n'arrive pas à prendre en charge la douleur, il y a des choses qui passe et en particulier simplement, est-ce que tu as bien dormi? On a une approche, une sensibilité qui commence à venir, qui nous fait plaisir. Donc aujourd'hui en Afrique, sur le continent africain, que ce soit anglophone ou francophone, là je vais parler des francophones parce que je les connais mieux, mais les anglophones sont aussi, sauf pour les pays en guerre, dans cette dimension-là.
et où il y a une écoute, il y a une prise en charge, il y a une évolution extrêmement favorable pour les patients atteints de maladies chroniques et qui sont en fin de vie. Mais bien sûr, quand on parle d'Afrique, je peux vous dire qu'il ne faut surtout pas penser que c'est un continent homogène. Chaque pays, chaque ville, chaque concession a ses particularités. Et donc, attention, attention de ne pas généraliser. Par contre, pour avancer dans les soins palliatifs, il faut trouver un socle commun. Et donc, là-dessus, je vous ai écrit, je vous laisse lire les problèmes des freins que nous avons en Afrique qui sont importants. Je pense qu'en Asie, c'est la même chose et je suis sûre qu'en Amérique latine, ça le serait de même. La maladie chronique a un impact extrêmement important dans leur conception des choses. Et c'est le mauvais sort, c'est la punition, il a fait ci, il a fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est comme si on était puni par la nature. Il y a vraiment quelque chose que nous n'avons plus trop en France, je pense, mais qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une importance énorme en Afrique, c'est cet impact. Et alors, si vous saviez les rituels par rapport à la maladie, par rapport à la mort, là, je ne peux pas en parler, on pourrait en parler des heures et des heures, c'est absolument, absolument incroyable. Et très vite, on est découragé parce que malheureusement, la maladie chronique est là. Et quand il y a la mort, ça a une connotation, la mort a une explication, ça a une signification qu'il faut pouvoir comprendre pour pouvoir laisser partir le mort et son âme tranquillement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui rentre dans cette approche des soins palliatifs beaucoup plus complexe et surtout pour nous, Européens, c'est souvent beaucoup d'incompréhension parce qu'on n'est pas dans cette dimension-là. Et la fin de la vie, c'est très difficile. Vous voyez, même au niveau testament, on en parle, on se forme, on a formé les soignants pour réfléchir comment s'occuper des testaments, parce que par exemple, souvent les femmes, ben, le mari décède, ben, la femme va se retrouver dans la rue, elle n'a plus rien, parce qu'il n'y a pas de législation qui aide. Et pour l'accompagnement, c'est quelque chose qu'il faut développer. Par contre, il y a des forces. Vous connaissez les Africains, quand ils sont ensemble, ça rit, ça danse, c'est une communauté très chouette. Et même quand ils sont en France, ils donnent une image assez extraordinaire de ces partages. Et je vous avoue que si vous avez l'occasion d'aller en Afrique et de faire comme moi, de pouvoir les soigner, les rencontrer, vivre avec, c'est quelque chose qui nous apporte énormément parce qu'ils ont une richesse importante. Ils ont des liens familiaux qui sont très forts, qui sont pour nous souvent stupéfiants. On vit ensemble avec son mari et puis ben, on va avoir les neveux, les nièces, les petits-neveux, les petites-nièces, puis tout d'un coup ça arrive et il faut en prendre charge. On n'a pas forcément un père, une mère, on a des pères, des mères, donc c'est un ensemble familial important qui est de grande qualité, c'est une force, mais c'est quelque chose d'important. Et malheureusement, ce lien familial dans les cités, dans les grandes villes aujourd'hui, dans les capitales, est en train de disparaître. Et ça va être un problème pour l'accompagnement. Et puis la forte croyance religieuse. Alors, l'Afrique centrale reste très chrétienne pour l'instant, alors que l'Afrique de l'Ouest est pratiquement entièrement musulmane. Donc, en Afrique de l'Ouest, on va parler plutôt des religions musulmanes, alors que dans l'Afrique centrale, ça reste quand même relativement chrétien, catholique, mais dans certains pays, il y a le vaudou et puis il y a l'anémisme qui reste très fort. Alors devant tout ça, qu'est-ce que nous avons pensé être le mieux? Ben, c'est la formation, et je crois que vous pouvez tous le comprendre. La formation, c'est un partage de connaissances, de sensibilité, de choses qu'on peut partager et c'est gratuit. Ça vient spontanément et c'est important. Et donc, les formations, on a eu on a à l'heure actuelle 3 gros objectifs pour le continent africain. C'est partager les connaissances, le concept des soins palliatifs, les concepts différents.
Il faut absolument les aider à mobiliser les ressources pour prendre en charge la douleur, parce que tant qu'il y a la douleur, c'est difficile de pouvoir apaiser les patients, c'est difficile qu'ils puissent mourir dans la dignité, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, nous avons, nous, Européens, un rôle important pour appuyer la démarche politique de développement des soins palliatifs, parce que si les politiques ne prennent pas en charge, ne le mettent pas dans leurs plans de santé nationaux, les soins palliatifs ne se développent pas en Afrique. C'est comme en France. Il y a eu le plan cancer, il y a les plans, on en parle. Tant que les députés, les sénateurs ne parlent pas, ne mettent pas, ne légifèrent pas les soins palliatifs, on n'avancera pas. Et donc, par rapport à ça, et puis je ne vais pas oublier l'OMS qui a un rôle extrêmement important. Le bureau OMS de l'Afrique est à Brazzaville, au Congo, donc au centre, je dirais au centre géographique de l'Afrique. Et ce bureau a la charge de tout le continent africain. Et vous verrez, ils sont de plus en plus, on travaille avec l'OMS, ils sont indispensables pour faire avancer les soins palliatifs en Afrique. Et donc, par rapport à ces formations, comment faire? On en a fait avec tous les partenaires dont je vous ai parlé, mais on a rencontré des gens extraordinaires et c'est Hospice Africa France et Hospice Africa Ouganda. Et c'est avec eux que je vais vous montrer, on a beaucoup avancé depuis 2012 sur la formation des soins palliatifs. Donc, notre objectif aujourd'hui, et ça pourra être le vôtre plus tard, c'est que sur le continent africain, il faut pouvoir prendre en charge la douleur. Parce que ça, c'est essentiel. Et prendre en charge la douleur, c'est pas en important nos médicaments à nous, mais c'est parce qu'ils sont totalement hors de prix pour la population. Donc, toute notre pharmacopée, en particulier avec les antalgiques, c'est même pas la peine, ça ne touchera que entre 10 à 20% de la population. Tout le reste n'accéderont pas à ces médicaments parce qu'ils coûtent trop cher. Donc, il faut trouver des solutions ensemble. Il faut absolument que vous nous aidiez à former, sensibiliser vos collègues, en particulier médecins, pour qu'ils aient plus peur de la morphine, pour qu'ils prescrivent la morphine. Aujourd'hui, on a, je vais être un peu méchante, mais on a le comportement de ce que vous avez appris dans les années 60. Les médecins ne prescrivaient pas de morphine parce qu'on avait peur de la dépendance, peur de problèmes respiratoires. Il y avait tout un, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une peur extrêmement importante qui a été transmise sur les pays africains. Et on a donc peu de prescripteurs aujourd'hui parce que c'est encore quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand on ne maîtrise pas, on ne prescrit pas, ce qui est normal. Donc, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire pour reconnaître les médicaments traditionnels, mais les analyser, faire des recherches pour en regarder les qualités et effectivement, pourquoi pas les utiliser. Hein. La quinine est quand même une plante et à partir de là, on a fait la nivaquine et on a lutté contre le paludisme. Donc, il est possible que parmi la pharmacopée traditionnelle, on puisse avoir des résultats. Et puis, pour la morphine orale, dont je vais vous parler un petit peu plus longuement maintenant, il faut vraiment lever les freins, les résistances et voir dans quelle mesure on peut les développer. Alors, l'exemple de l'Ouganda, je ne sais pas si vous voyez l'Ouganda, c'est un petit pays au centre qui est entouré par le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo. C'est un pays, pour ceux qui se souviennent de l'histoire où avait vécu Amin Dada, c'était assez effroyable. Et en fait, en Ouganda, il y a une médecin anglais, Anne Merriman, qui a fait depuis très longtemps un travail remarquable de développement de la morphine orale au départ, c'était le sida, puisque c'était le premier pays, l'Ouganda, qui avait annoncé que 30% de personnes avaient le sida. Le premier pays dans les années 92-93 à dire bah oui, c'est l'Ouganda. Du coup, il y a eu une grande aide financière et il y a eu un énorme projet qui marche encore maintenant et sur lequel on s'est inspiré pour les pays francophones. Donc en Ouganda, priorité l'éducation, priorité il faut former les médecins, les soignants.
Deuxièmement, il faut qu'il y ait la disponibilité des médicaments, en particulier la morphine pour les douleurs sévères, et puis des médicaments qui soient alors abordables financièrement pour la population. Et par rapport à ça, voilà comment ça se passe. On importe depuis des années de la morphine en poudre, soit venant d'Inde, soit de France. La France est un gros producteur de morphine que l'on vend en poudre. Donc, on achète des kilos. Ça arrive dans une pharmacie, comme vous le voyez. Là, c'est un pharmacien qui est en train de le préparer. On prépare la morphine. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous expliquerai comment on fait cette morphine orale. Mais voilà ce qu'ils font en Ouganda depuis 25 ans. Et ça coûte alors 2500, entre 2500 et 5000 CFA, ce qui fait que pour 3-4 euros par mois, vous soulagez la douleur de patients qui ont besoin qu'on prenne en charge leur douleur, que ce soit cancer, que ce soit sida, que ce soit toutes les maladies chroniques. Et à Kampala, la capitale d'Ouganda, je circulais avec nos équipes et il y avait un policier au milieu d'un énorme rond-point plein d'embouteillages, de klaxons, de fumée noire, etc., qui faisait son travail, qui faisait avec son sifflet, qui faisait circuler les voitures. Et cette médecin anglaise, Anne Merriman, m'avait dit, c'est un homme, ça fait 5 ans qu'il est morphine orale. Il a atteint le cancer, il ne souffre pas, il continue à travailler, c'est un homme heureux, c'est un homme qui vit. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je trouve important. Et voilà la morphine orale. Petit flacon vert, c'est pour les adultes. Rouge, c'est pour les enfants. C'est des dosages différents. Les patients viennent les chercher à la capitale. Ils repartent avec 1 ou 2, voire 3 mois de consommation. Ce sont ces petites bouteilles. Maintenant, elles sont opaques parce qu'on s'est rendu compte avec un peu de recherche qu'il fallait les protéger du soleil. Mais voilà, et les patients prennent leur quantité, ne souffrent plus et vous pouvez faire des pansements sans douleur, vous pouvez accompagner et vous pouvez permettre aux personnes de mourir souriant, dans la dignité et propre et entourés de leur famille. Et bien sûr, la troisième priorité pour laquelle nous nous battons, c'est le côté politique. Et vous voyez, en 93, ils ont commencé et aujourd'hui, tout le pays a de la morphine orale à faible coût, c'est-à-dire toute la population, même dans les camps de réfugiés, parce qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés dans ce secteur, peuvent se faire soigner à moindre coût. Et on n'appauvrit pas, on ne ruine pas des familles avec ça. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, depuis 2012, on a commencé au Cameroun, on continue maintenant carrément à Kampala. On forme les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les assistantes sociales aussi, puisqu'il y en a, les psychologues cliniciens. On les forme à Kampala. Ils vont à Kampala, 3 semaines de formation théorique, 2 semaines de formation pratique en français. J'ai traduit l'intégralité des cours qui étaient faits en anglais pour permettre un jour une reconnaissance de la part des doyens des facultés de médecine des pays francophones. On a traduit, voilà, ça c'était un gros travail pendant des années. Il y avait des livres faits sur palliative médecine, la médecine palliative. Ça a été traduit en français. Ce sont des livres qui sont disponibles. Nous n'avons plus d'argent pour renouveler le stock et réactualiser. Vous voyez, la dernière fois datée de 2006. Depuis 2006, je n'ai pas trouvé ni les fonds, ni les personnes ressources, parce que c'est quand même les traductions, même si je suis bonne en anglais, j'utilise des traducteurs pour compléter et corriger les livres. Nous avons besoin de fonds parce que les écrits sont importants. Le guide OMS, l'année dernière, pendant le confinement, l'OMS, qui avait ces 3 documents que vous voyez en anglais, a demandé à la piste, donc l'équipe de Benoît, et je pense que la SFAP a un peu aidé, on a traduit, on a aidé l'OMS à traduire ces documents. Ces 3 documents existent en français et vont être distribués très rapidement par l'OMS.
Alors, en conclusion, une conclusion large, je peux dire avec beaucoup de plaisir qu'on a une émergence des soins palliatifs comme socle fondateur sur le continent africain, en tout cas pour les francophones. On a des soignants dans, pas tous les pays encore, mais dans beaucoup de pays, on a des soignants qui ont été formés. Le problème, c'est qu'on a du mal à les suivre, on a du mal à aller les voir parce que vous savez qu'en Afrique, il faut un visa par pays. Donc, quand vous voulez aller voir, même simplement en Afrique de l'Ouest, tous les médecins qui ont été formés dans les 5-6 pays d'Afrique de l'Ouest, je peux vous dire, vous avez déjà presque 1000 euros de frais de visa. Et les complications. Donc ça reste un souci. On a des soignants engagés, formés, mais il faudrait qu'on puisse les suivre. On a des accompagnants qui sont aussi sensibilisés et qui sont informés. Il y a un énorme travail à faire. Et puis, je pense qu'il y a bien sûr un engagement politique à rechercher. Et là-dessus, nous avons beaucoup avancé. Il faut absolument poursuivre les formations. Il faut permettre de continuer les formations, mais je dirais leur permettre d'être plus dans les pays. Parce que vous faites une formation à Dakar, vous allez avoir tout le personnel sénégalais qui va pouvoir venir voir les pays limitrophes. Vous faites cette formation à Kampala, vous imaginez entre Dakar et Kampala la distance et le coût des frais, ce qui fait qu'il y a une personne qui va aller se former à Kampala, elle n'aura pas du tout la même capacité quand elle rentre au pays que si on avait formé sur place. Donc, on aimerait pouvoir former sur place. Et puis, bien sûr, essayer d'accentuer le plaidoyer pour développer les soins palliatifs. Et pour ça, il faut absolument pouvoir appuyer des politiques, vous voyez, des politiques pour appuyer, renforcer ce qui existe, l'adapter et permettre surtout un appui important au niveau pharmacologique, pharmaceutique, pour que les médicaments essentiels soient disponibles et qu'il n'y ait pas en permanence des ruptures de stock et surtout, on en a parlé tout à l'heure, une lutte effroyable contre ces faux médicaments qui sont en train d'envahir l'Afrique. Et vous avez un médecin qui va vous prescrire du Doliprane, vous allez acheter du Doliprane sur le marché et c'est de la poudre de sucre ou de perlimpinpin, on peut dire comme ça. Donc, on a un gros travail à faire et, par exemple, au Bénin, il y a une structure qui contrôle les médicaments qui sont vendus et qui est capable de faire la différence entre les faux et les vrais. Et là-dessus, il va falloir agir. Alors, je veux donner un petit coup d'œil que je trouve important, ça a été découvert grâce au congrès de la SFAP en 2019 à Paris. C'était le premier MOOC de soins palliatifs, toutes ces formations qui, je l'ai lu, je pense hier ou avant-hier sur le message de la SFAP, qui dit il y a énormément d'Africains qui s'inscrivent à ces formations. Donc, grâce à ce que l'on offre aujourd'hui, en termes de e-learning, de MOOC, de Zoom, nous offrons aux Africains, aux soignants en particulier africains, la possibilité de s'informer, de se renseigner sans avoir à se déplacer, sans aucun coût. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire et je tenais à le noter parce que ça fait partie des progrès qui peuvent permettre aux soins palliatifs, aux concepts, aux compétences des soignants d'avancer extrêmement vite. Il y a aussi le développement des outils connectés. Alors tout à l'heure, je riais parce que vous parliez de Facebook et puis ça y est, vous êtes sur Facebook, donc les webinaires, etc. Vous imaginez pour les Africains, ils ont tous leur portable. Même au fin fond du désert, j'étais près d'Agadez et j'ai rencontré un troupeau de peuls et ils avaient leur portable, ils étaient en train de dire à ceux d'Abidjan, vous imaginez la Côte d'Ivoire de l'autre côté, c'est combien le prix de la vache, parce que moi, il faut que sur le marché, je vende la mienne, et grâce au portable. Donc, par rapport à ça, le développement des outils connectés est un plus extraordinaire pour le développement des soins palliatifs sur le continent africain pour les francophones. Et je vous engage en particulier, ce qui est très nouveau, à aller voir le site de Allo Docteur Africa parce qu'ils sont tout à fait ouverts pour partager
des informations, des conseils, des webinaires avec l'Afrique francophone et vous. Donc, ce sont des outils importants et qui vont permettre d'avancer rapidement, ce qui n'empêchera pas de ce nécessaire besoin d'aller en présentiel formé, mais qui permet à tout un chacun d'avancer dans ce cadre-là. Alors, pour terminer, je vous parle du premier DU de soins palliatifs que nous organisons cette année. Je pars dans 15 jours à Douala, au Cameroun, c'est le grand port au sud du Cameroun, et nous organisons, alors on l'avait appelé le DU de soins palliatifs, mais le doyen de la faculté de médecine avec qui il y a eu un accord avec la faculté, le CHU de Bordeaux, ont décidé que ça s'appelait un certificat universitaire sur la médecine de la douleur et la médecine palliative. Donc, vous voyez, nous sommes en train d'innover le premier, alors je continue à parler de DU, mais de certificat de formation qui va avoir lieu cette année. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le programme et autres, je serais ravie de vous en parler plus longuement. Et c'est la FISP, la Fédération internationale de soins palliatifs, et l'ADESPA qui l'organise. Alors, pour terminer, la FISP, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'on était présent à Marseille en 2018. Pour ceux qui étaient à Genève, le congrès de la FISP en 2017, et puis en 2019 à Paris en même temps que la SFAP. La FISP a donc été créée par Bernard Boiry de Metz il y a quelques années, et puis, vous l'avez peut-être connu, et puis c'est Benoît Burucoa qui est à Bordeaux, qui est actuellement le président, et on essaye de développer ça d'une manière beaucoup plus forte parce que Benoît a trouvé des fonds et je suis la chargée de communication réseau. On a un site, il y a des choses qui se mettent en place. Vous voyez, le logo a été fait dernièrement, mis en valeur, et ça, c'est quelque chose d'important par rapport aux pays africains, et en particulier l'orientation que la FISP a vers le continent africain, parce qu'on nous dit pourquoi s'occuper de la fin de vie dans des populations qui ont même pas de quoi manger ou qui sont en difficulté, et pourquoi on est là. Et en fait, on est aussi francophone et on a envie de défendre la langue française et pouvoir promouvoir, je dirais, les soins palliatifs en français et partager ensemble tout ce que vous faites dans vos projets, vos actions. Si on peut les partager avec eux, ça leur donnera des idées et ils trouveront eux-mêmes leur chemin, mais en s'appuyant sur vos modèles et en piochant ce qui leur convient, ce qui leur plaît, ce qui correspond à leur culture et à leurs besoins. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Ça résume un petit peu cet énorme projet qui correspond au développement des soins palliatifs et de la prise en charge de la douleur en Afrique. Il y a cet atlas, vous voyez sur cette photo, je l'ai noté. L'atlas, c'est en anglais, mais je pense que vous êtes tous capables de lire l'anglais. Sur les soins palliatifs, c'est le document que je pourrais sans problème vous transmettre en PDF, qui vous donne tous les continents africains, francophones et anglophones, sur la situation. Et là-dessus, je suis contente, et peut-être qu'un jour, dans les remerciements, on va rajouter la PSP comme partenaire. Vous voyez, j'en ai mis, il y en a d'autres, parce que nous avons besoin d'être ensemble pour aider les pays du Sud à démarrer leur programme. On a besoin de vos compétences pour aller secouer, je dirais, les politiciens, pour leur faire comprendre que c'est important de le notifier dans les plans de santé annuels ou bisannuels dans leur pays, que c'est important d'aider les médecins à prescrire la morphine et que c'est important de créer des laboratoires de production de morphine orale. Et là-dessus, j'ai pas le temps de vous en parler, mais ça fait partie des 2 projets
que la FISP et la DESPA, comme la MCC a aujourd'hui, nous souhaitons former avec un DU de soins palliatifs, un diplôme qui soit reconnu, qui permette aux médecins de dire oui, je suis spécialisé en médecine, en soins palliatifs et prise en charge de la douleur, premièrement. Et deuxièmement, on a un projet que l'on va mettre en place là, c'est la création de laboratoires dans chaque pays pour uniquement la morphine, transformer la morphine en poudre, en morphine orale, dans des petites bouteilles en plastique et permettre à tout un chacun de pouvoir mourir dans la dignité, garder le sourire, garder la famille autour et pouvoir être soigné, en particulier pour les plaies, avec plaisir et sans souffrir. Voilà. Il y a une très grande disparité, une asymétrie entre le patient riche qui habite à Phnom Penh et qui veut trouver réponse à tous ses besoins, et puis le patient qui est pauvre, dans la campagne très éloignée de Phnom Penh, et qui peut éventuellement s'appuyer sur les centres de santé ou les hôpitaux de référence, mais qui n'ont ni le matériel, ni l'expertise, ni même les médicaments pour soulager la douleur. Donc forcément, c'est extrêmement limité. Et puis, ces patients sont en soins palliatifs, donc de plus en plus faibles. Ils peuvent présenter des situations de crise, d'urgence palliative, qu'il va falloir non seulement anticiper, donc ça c'est notre travail, mais surtout prendre en charge au moment où ça va intervenir. Et ça, c'est le grand défi de Douleurs sans frontières aujourd'hui au Cambodge. Le cancer est devenu la deuxième cause de mortalité au Cambodge. L'OMS parle de 15 000 nouveaux cas chaque année. Les traitements spécifiques sont disponibles uniquement dans la capitale Phnom Penh, mais 90% de la population n'habite pas à Phnom Penh. Et évidemment, le système de santé n'est pas développé comme en France, et la plupart des Cambodgiens ne peuvent pas payer les traitements. En général, quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont à des stades déjà très avancés de la maladie. Le seul espoir pour ces patients et leurs proches, c'est d'avoir le moins de douleur possible pour le temps qu'il leur reste. C'est ça la mission de Douleurs sans frontières au Cambodge. Avec 2 médecins et 2 infirmiers, DSF est capable d'accompagner environ 300 patients par an, ce qui est à la fois beaucoup et très insuffisant par rapport aux besoins réels, que ce soit dans la capitale ou dans les provinces. Nous sommes la seule ONG au Cambodge qui joue spécifiquement ce rôle. Dans les 3 grands hôpitaux publics nationaux pour référer les patients qui ont besoin de soins palliatifs et qui rentrent à domicile. Et deuxièmement, on fait la consultation ambulatoire. Et troisièmement, on fait la visite à domicile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer et son état général après être enterré et qui n'ont pas le moyen pour aller chercher les médicaments à l'hôpital. Le fait de visiter les patients à domicile est très important pour moi en tant qu'infirmier. Parce que c'est là que je peux éduquer les proches du patient aux soins de nursing, comme les soins de la bouche, la prévention des fausses routes ou encore des escarres. Les escarres sont un vrai fléau au Cambodge, car les patients sont dénutris et faibles et restent allongés sur des nattes en bois dur.
Il y a très souvent des plaies difficiles à prendre en charge. Reprenons. Là, vous avez le Cambodge. Ici, c'est Phnom Penh, la capitale qui héberge le bureau de Douleurs sans frontières. C'est d'ici que se concentre évidemment l'essentiel de l'offre en soins palliatifs. Ici et là, nous avons des patients qui relèvent de soins palliatifs, c'est-à-dire souffrant d'une maladie grave et incurable, pourvoyeuses de symptômes d'inconfort qui s'accentueront à l'approche de la fin de vie. Ceux-là peuvent être pour l'instant en bon état général et avoir des revenus suffisants pour se déplacer jusqu'à Phnom Penh, payer une hospitalisation ou se présenter en consultation et revenir chez eux avec un traitement adapté, pourquoi pas de la morphine. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il faut rajouter l'écrasante majorité des patients relevant de soins palliatifs, dispersés un peu partout au Cambodge, qui soit parce qu'ils sont trop faibles, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ne peuvent pas se déplacer jusqu'au centre de santé ou à l'hôpital de référence, qui de toute façon n'auraient ni l'expertise, ni même les médicaments de base pour soulager la douleur. Ceux-là n'ont d'autre choix que de prendre leur souffrance en patience jusqu'à la fin de leur vie, aux côtés de leurs proches impuissants à les soulager. Sauf si DSF a les moyens d'intervenir auprès d'eux. Donc ici, nous arrivons chez un patient qui a 51 ans et qui est suivi par Douleurs sans frontières depuis 3 mois maintenant pour une cirrhose décompensée post-hépatite C. Donc actuellement, il a une acide de grande abondance. On arrive à peu près à contrôler la situation à distance par des diurétiques. Voilà. Et actuellement, ça devient plus compliqué. Il est en détresse respiratoire. Ça, c'est typiquement la situation qui nous pose difficulté. Aujourd'hui, on va pouvoir le soulager en faisant une ponction d'acide. L'équipe sait faire, elle a l'expertise, elle a le matériel, tant mieux. Comment est-ce qu'on fera dans 5 jours s'il a besoin de nouveau d'une intervention de Douleurs sans frontières, alors même que l'équipe est basée à 260 km d'ici. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont restés connectés jusqu'au bout. On vous souhaite une bonne soirée. Je vais mettre fin à la Zoom. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Pas possible. Bonsoir.